De Prime Finance, et on retrouve son associé gérant Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. Et on va commencer par parler avec vous de régulation. On voit qu'on est entré peut-être dans un cycle où on veut aller un peu plus vite et un peu plus loin dans la régulation des marchés, y compris des marchés de matières premières. Il y aura le G20 prochainement qui débattra bien sûr de cette question, alors qu'on a déjà des avancées, notamment aux États-Unis, Benjamin. Oui, c'est important de noter, les Américains ont tiré les premiers cette fois-ci, ce qui n'est pas commun en matière de régulation, disons-le franchement. Effectivement, le Dodd-Frank Act a été voté et va notamment entraîner un certain nombre de contraintes supplémentaires pour les investisseurs sur les matières premières, avec notamment une limitation des positions, et une limitation des positions de façon plus globale que ce que c'était le cas auparavant, à savoir qu'on va tenir compte non seulement de l'échéance courante, mais des échéances plus lointaines, et également des positions sur les swaps, donc qui sont des produits un petit peu de gré à gré en dehors de la sphère des marchés réglementés. Donc on a une volonté de limiter les positions pour limiter l'impact des financiers, de façon à avoir un marché qui soit peut-être mieux régulé et en tout cas moins influencé, puisque c'est le gros débat de savoir si les financiers ont un impact trop fort sur le marché. En tout cas, on va éviter la surspéculation, notamment la spéculation des traders qu'on appelle haute fréquence, qui interviennent de façon violente avec des quantités importantes et des ordres qui peuvent venir et ressortir très rapidement. Il faut enlever l'écume de la vague, c'est ça Benjamin ? Pas tellement. En réalité, ce qu'il faut enlever, ce sont les comportements excessifs. Il y en a sur les matières premières, comme il y en a ailleurs. Et je pense que dans cette idée-là, la nouvelle réglementation est une bonne chose. On va enlever les comportements excessifs, c'est-à-dire l'utilisation de trop de leviers, de vente à découvert, ou de comportements qui ont vocation à déstabiliser le marché, comme on a pu le voir par exemple avec des comportements qui consisteraient à prendre une participation trop importante sur un marché à l'approche de l'échéance, de façon à créer ce qu'on appelle un corner, c'est-à-dire à stocker toute la marchandise pour que plus personne ne puisse se retrouver en situation de livrer, être le seul à pouvoir le faire, et donc à entraîner une très forte augmentation des prix. Donc ces comportements-là vont être supprimés. Mais attention tout de même à garder un certain équilibre, parce que il ne faudrait pas oublier que les investisseurs financiers sont indispensables à l'équilibre des marchés financiers, puisque ce sont des acteurs qui viennent sur ces marchés pour d'autres raisons, d'autres finalités que les industriels ou que les agriculteurs pour le marché des matières premières agricoles, ou que les producteurs pour les métaux ou le pétrole. Ils viennent pour d'autres raisons, ils viennent chercher du risque en échange d'un gain potentiel. Rappelons toujours que c'est un gain potentiel, mais c'est aussi une perte potentielle. Il faut arriver à bien jauger les risques, et il ne faudrait pas non plus dégoûter les investisseurs financiers par un trop-plein de régulation, ou alors on prend le risque que ces investisseurs quittent le marché, et à ce moment-là, ça serait vraiment problématique. Ça pourrait même avoir l'effet inverse de celui escompté et augmenter la volatilité de ces marchés, alors que tout le but de cette réglementation, c'est de donner plus de transparence à ce marché, de façon à ce qu'il fonctionne mieux et qu'il fonctionne avec des bornes de volatilité et un risque global un peu affaibli. Justement là sur ces marchés de matières premières, qu'est-ce que vous constatez en ce moment? On a des mouvements de devises importants et on imagine que ça impacte évidemment mécaniquement les matières premières en général. C'est intéressant de noter qu'aujourd'hui, entre guillemets, les fondamentaux des matières premières, pour beaucoup de matières premières, sont passés un peu au second plan. On a des problématiques plus globales, des problématiques macroéconomiques, et ce qui se passe notamment dans la zone Europe est très important, je dirais même fondamental. Pourquoi? Parce que en fonction des décisions qui vont être prises, notamment au cours du G20 du week-end prochain, on va avoir un impact direct sur le cours de l'euro contre le dollar. Et si la situation est stabilisée en Europe, qu'on arrive à trouver des solutions pour régler le problème grec et pour stabiliser la situation de l'Espagne et de l'Italie, on va se retrouver avec un euro qui va repayer et donc un dollar qui va s'affaiblir. Comme la plupart des transactions de matières premières à travers le monde sont réglées en dollars, immédiatement ça donne plus de potentiel aux pays importateurs, et donc ça permet à l'ensemble des matières premières de s'apprécier. À l'inverse, si la situation et le marasme européen continuent, il y a fort à parier qu'un grand nombre d'investisseurs se rabattent sur le dollar, que celui-ci monte, et que ça ait un impact potentiellement négatif à court terme sur le marché des matières premières. Je dis bien à court terme parce qu'il ne faut pas oublier que les problèmes aux États-Unis restent importants, et que dans cette optique-là, la reprise du dollar sur le long terme semble relativement compromise en tout cas, et donc l'avenir des matières premières lui reste très ouvert et très positif pour les années qui viennent.
Benjamin, justement 30 secondes, là il nous reste 30 secondes pour parler de l'or, même si la fin d'année est calme, on aurait eu 2011 à une année record pour l'once d'or en termes de demande et d'allocation d'actifs. Oui, on continue à avoir, on est quand même encore nettement en hausse sur l'année sur le cours du métal jaune. Hein. Un des facteurs importants qu'on avait souligné dans les semaines qui sont passées avec vous, c'est l'importance des banques centrales dans cette demande. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 2 ans, les banques centrales étaient vendeuses d'or. Depuis 2 ans, ces banques centrales sont passées nettes acheteuses d'or. On a depuis le début de l'année des banques centrales qui se sont portées acquéreurs sur les 6 premiers mois de l'année pour à peu près 216 tonnes d'or, ce qui est un montant très important. Le record d'achat d'or date de 1981, c'était 276 tonnes d'or achetées par les banques centrales. Les chiffres viennent de tomber, le GFMS et Reuters ont fait une estimation et on pense que cette année, les banques centrales pourraient se porter acquéreurs d'à peu près 500 tonnes d'or, donc très au-dessus du record précédemment établi. 500 tonnes d'or, c'est très important. Pourquoi ? Parce que c'était à peu près la quantité que pouvaient vendre les banques centrales jusqu'à maintenant. C'était 400 tonnes pour les banques signataires du Central Bank Gold Agreement. Elles se retrouvent 500 tonnes à l'achat. Ça fait un spread de 900 tonnes. 900 tonnes, c'est à peu près un tiers de la production annuelle d'or des mines du monde entier. Et on imagine que c'est évidemment un catalyseur pour les prix de l'or. Merci Benjamin d'avoir été avec nous. On vous retrouve chaque mercredi après-midi à Prime Finance. Merci à vous. D'être associé gérant chez Prime Finance. Benjamin Louvet sur BFM Business. Restez avec nous. Dans quelques minutes, on se retrouvera à Wall Street, au Nasdaq, avec Emmanuel Dutheil, notre correspondant. Et puis